Lutte contre le terrorisme dans le centre-nord, le président de la transition sollicite une mobilisation massive des forces vives de la région. Dans cette dynamique, le capitaine Ibrahim Traoré, en séjour à Kaya, a eu des échanges directs avec des délégations de ressortissants de la région. Vous les verrez dans ce journal. L'actualité, c'est aussi le lancement des travaux du projet Yélène à Gonsin. C'est un projet qui vise à satisfaire au moins 100 000 personnes en besoin d'électricité d'ici à 2025. La cérémonie de la pose de la première pierre à suivre dans quelques instants. Lancement également des activités du Hajj 2023. Les départs sont prévus du 4 au 18 juin prochain et chaque musulman devra débourser autour de 3 500 000 francs CFA pour être du voyage. Nous serons avec le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque pour les détails. Bonsoir et bienvenue dans notre 20h. En séjour à Kaya, dans la région du Centre-Nord, le président de la transition a accordé des audiences à des délégations de ressortissants de la région. Au cœur des échanges, la reconquête de l'intégrité du territoire national. Pour relever les défis, le soutien des forces vives de la région est plus que nécessaire. Tout en reconnaissant les efforts engagés par la transition, les forces vives de la région ont à leur tour renouvelé leur soutien au chef de l'État avant de formuler des suggestions. Les détails avec Alexis Wenkouni Belema dans ce premier reportage. Le chef de l'État à Kaya pour 48 heures a accordé une série d'audiences aux forces vives de la région du Centre-Nord. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est entretenu avec plusieurs délégations dont celle des autorités coutumières et religieuses, la délégation régionale consulaire et le conseil régional de la jeunesse. Au cœur des échanges, la préoccupation sécuritaire dont cette région est l'une des plus impactées au Burkina Faso par cette crise sécuritaire et humanitaire. C'était pour nous l'occasion de lui prodiguer nos encouragements et lui donner aussi l'assurance de nos prières, car nous sommes les représentants religieux et coutumiers et nous avons aussi notre pierre à apporter, et surtout par le soutien spirituel et le soutien moral aussi. Le chef de l'État nous a rassuré qu'avec le temps, nous allons vaincre. Donc ça nous rassure et ça va nous permettre aussi de rassurer à tous les opérateurs économiques de la région de tout ce qui doit se passer. Est-ce que nous, en tant que jeunes, nous devons contribuer pour faire face à l'insécurité que nous vivons et nous faire aussi le point de la dynamique que la transition a pris pour venir à bout de l'insécurité dans notre pays. À la suite de cette délégation, c'est au tour de celle de la délégation des personnes vivant avec un handicap. Le chef de la transition a aussi reçu une délégation du Dima de Bousma et l'organisation de la société civile, l'Appel de Kaya. Demander à Dieu et aux mains des ancêtres de lui porter dans leur cœur pour permettre justement à ce qu'il réussisse la mission à lui confier par toute la nation. On est engagé pour accompagner la transition pour que la victoire gagne jusqu'à la victoire de reconquête de notre territoire. Et surtout, on avait parlé des personnes handicapées. Les personnes handicapées qui sont déplacées sans vélo ni habits. La coordinatrice régionale des femmes, elle aussi, a été reçue. Elle a relevé les difficultés d'accès à l'eau et à l'éducation dans ce contexte particulier. Bibata Kargougou, représentante de la coordination régionale des femmes, dit être consciente des efforts consentis par la transition et souhaite que les défis qui restent puissent être relevés pour le bonheur des femmes.
À présent, les derniers rebondissements dans le projet de construction de la cité communale de Raguitenga à Korsimoro. Après une année d'accalmie, les habitants de la commune ne sont toujours pas prêts à céder leur terre. La décision des autorités de relancer le projet enfonce le clou. Face à la presse, les habitants mécontents de ce projet accusent la délégation spéciale de leur commune d'être de mèche avec des promoteurs immobiliers. On reste avec Alexis Wenkouni Belmnaba. À Korsimoro, la crise foncière n'est pas une bombe à retardement, elle est plutôt explosive si rien n'est fait. Déclaration faite par la population de Raguitenga dans le centre-nord. La dite population cherche la délégation spéciale de la commune de s'être ingérée dans un projet de construction d'une cité communale jugée d'arnaque. Le projet de réalisation de cette cité s'étend sur une superficie de 420 hectares avec un budget de plus de 15 milliards de francs CFA. Il aurait été proposé depuis 2017 par l'ex-député maire Salimata Sawadego et désapprouvé par la population. Et c'est dans la capitale que la dite population donne de la voix pour dire une fois de plus non à la réalisation du projet. Nous n'avons jamais eu l'intention de vendre nos terres. Malgré le refus de Tengsaba et de toute la population, l'ex-maire, en complicité avec le technicien des promoteurs immobiliers Kazif, a réussi à mobiliser la quasi-totalité de tous les valets locaux dans ce projet suicidaire avec des promesses inexplicables, juste pour atteindre ses objectifs. Moumini Sawargo indique par ailleurs que le projet ne dispose même pas de fonds propres pour son exécution. Il qualifie le projet de l'arnaque foncière. Pour preuve, lors de la rencontre d'information du jeudi 16 mars 2023, M. Lankwande, AG de la mairie de Korsimoro, le technicien Seni Compaoré ont expliqué que ce sont les parcelles aménagées qui seront vendues pour indemniser la population. Nous appelons ça de l'arnaque foncière. Moumini Sawadego va plus loin. Il estime que ce projet va plonger Raguitenga dans une crise sans précédent avec les villages environnants. Il ajoute que le gouvernement, à travers le département de Mikaïlou Sidibé, a donné son accord pour l'exécution de ce projet, jugé suicidaire selon les dires de la délégation spéciale et les promoteurs immobiliers concernés. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous étions également étonnés d'entendre que le gouvernement de l'actuelle transition, à travers son ministre concerné, après plusieurs rencontres avec les promoteurs et les autorités locales, a marqué son accord et a même décidé d'accompagner le projet, quand bien même que ce projet soit suicidaire. Mais je peux vous rassurer que nous avons eu des échanges aussi avec quelques ministres et qui ont dit qu'ils n'ont pas eu le vent du projet. Au regard de la réalisation du projet jugé suicidaire, la population de Raguitenga appelle les autorités locales, de même que le gouvernement, à diligenter des enquêtes qui permettront de mieux cerner le fond de cette crise, mesurer les conséquences et de trouver des solutions pour le bien-être de la population de la dite localité. Nous vous l'annoncions dans les titres, les activités du Hajj 2023 sont lancées au Burkina Faso avec un quota de 8143 pèlerins. Le départ est prévu du 4 au 18 juin prochain. Cette année, chaque candidat devra débourser autour de 3 500 000 francs CFA pour le pèlerinage. Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque était face à la presse ce jeudi. Les préparatifs de l'organisation étaient à l'ordre du jour. Les précisions de Fatima Tanikima. Pour cette année 2023, les candidats au pèlerinage au Burkina Faso devront débourser la somme de 3 593 000 francs CFA pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Comparativement au coût de l'année 2022, qui était de 3 047 000 francs CFA, les pèlerins doivent débourser plus de 500 000 francs CFA de plus pour ce Hajj 2023. Selon le président du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, Boubacar Kwanda, l'augmentation du prix du Hajj édition 2023 s'explique. Les frais de transfert au niveau des frais de paiement des différentes prestations que nous payons au niveau de l'Arabie Saoudite
il y a la fluctuation du dollar et du rial. Donc quand le coût du dollar monte, ça veut que les frais de transfert montent. Donc tout ça, c'est ça qui explique le fait que le montant, le prix du Hajj monte. Voilà. Donc c'est le nouveau rubrique là qu'on appelle le service au sol et puis les frais de transfert. C'est ça qui ont monté le coût de cette année. Il a aussi noté que pour cette année 2023, l'organisation du Hajj ne bénéficie pas de subventions de l'État compte tenu de la situation sécuritaire difficile que connaît le pays. Il rassure néanmoins que ce coût couvre toutes les prestations liées au pèlerinage sauf les frais d'achat du mouton de sacrifice. Les prestations saoudiennes, ça veut dire que dans ce coût, il y a les prestations saoudiennes, il y a Mina, il y a Arafat, il y a Mouzalifa, il y a le transport interne. Il y a les visas et l'assurance et les services au sol. Ça, c'est un montant de 1 482 166 francs. Le billet aller-retour d'un coût de 1 118 750 francs CFA. Les prestations des agences de voyage d'un montant de 975 000 qui concernent le logement de Médine, le logement de Mecque, la prise en charge des délégués et les encadreurs, tant au Burkina qu'en Arabie Saoudite. Et ce sont 128 agences de voyage et la compagnie aérienne saoudienne Flynas qui sont chargées du transport de 8143 pèlerins burkinabés. Les premiers pèlerins doivent quitter Ouagadougou le 4 juin et les derniers le 18 juin 2023. Le retour de ces derniers est prévu du 4 juillet au 18 juillet 2023. Aujourd'hui est commémorée la journée mondiale de la météorologie. La commémoration de cette journée est une occasion de développer des initiatives pour réduire au mieux les effets corrosifs du changement climatique. Nous sommes allés à la rencontre d'un prévisionniste qui revient sur l'impact de la météo sur le développement humain. Ces explications dans ce reportage signé Abdoulrahim. La journée météorologique mondiale, prévue chaque 23 mars, marque l'institution de l'Organisation mondiale de la météorologie, OMM. La commémoration de cette journée est une occasion de mettre en évidence les progrès de la météorologie et dégager des perspectives. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des populations sur les effets des phénomènes météorologiques. Issoufou Ouedraogo, ingénieur prévisionniste à l'Agence nationale de la météorologie, donne les dernières prévisions. Nous attirons l'attention des uns et des autres que le phénomène de poussière n'est pas totalement passé. Jusqu'en avril, nous pouvons toujours avoir des phénomènes de poussière. Et aussi, climatologiquement, à chaque début de saison, les phénomènes météorologiques sont violents. Ça veut dire qu'il peut y avoir des vents violents, il peut y avoir des orages violents, donc prenez vraiment vos précautions. Ça, c'est climatologiquement connu. Pour l'ingénieur prévisionniste, aujourd'hui, la météo est devenue indispensable. Issoufou Ouedraogo explique que la météo touche tous les domaines et permet aux individus de prendre leurs dispositions pour se protéger contre certains phénomènes. Et les transports aériens, les transports terrestres et maritimes, les activités comme l'agriculture, la pêche, même notre vie quotidienne, la planification de notre vie quotidienne, on a besoin vraiment d'avoir les éléments de la météo pour pouvoir planifier ça correctement. Au niveau des populations, l'on se soucie moins de consulter le bulletin météo. Abdoulaziz Kabouré, par exemple, ne s'attache à la météo qu'en saison pluvieuse. Bon, comme souvent il y a des grandes pluies qui viennent inonder, donc souvent quand les périodes de la pluie aussi arrivent, nous aussi on s'intéresse un peu à regarder avec les appareils comment le météo est. Bon, si il y a des grands, s'ils nous indiquent qu'il y aura un grand pluie, nous aussi on se prépare pour l'attendre quoi. Bon, après la période de pluie, on n'attend pas seulement, mais on ne concentre pas avec ça quoi. Pour Issoufou Ouedraogo, ce manque d'intérêt des populations est dû au fait que le Burkina Faso ne connaît pas de changement brusque de météo. Le temps vraiment qui prévaut au Burkina ne change pas brusquement, contrairement aux autres pays, j'ai cité les pays des zones tempérées, où là-bas le temps peut varier d'un moment à un autre, et souvent même d'extrême à extrême. Mais ici, on n'a pas ce phénomène-là. Donc, les bulletins, vous avez remarqué que même nos bulletins météo, on peut même diffuser au fil des jours, voire des mois, des bulletins qui se ressemblent parce qu'il n'y a pas de grands changements dans le temps météorologique.
Avec ses 300 stations à travers le pays, le service météorologique du Burkina est aujourd'hui partenaire de plusieurs structures et institutions. Ses partenaires premiers sont l'aéroport, les agriculteurs et les structures d'exploitation minière. Après Zaktouli, le Burkina Faso se dotera bientôt d'une deuxième centrale photovoltaïque solaire. Le projet est dénommé Yélène et les travaux ont débuté aujourd'hui même à Gonsin, une localité située à 35 km de la ville de Ouagadougou. Le projet va coûter plus de 90 milliards de francs CFA et va durer 2 ans. Il vise à satisfaire au moins 100 000 personnes en besoin d'électricité d'ici à 2025. C'est le premier ministre métropolitain Kélem de Tambela qui a procédé à la pose de la première plaque solaire. Les images de Mamidriana Kamabou. C'est ce site qui va abriter la future centrale solaire Ouaga Nord-Ouest. Et ce geste de pose de la première plaque solaire par le Premier ministre et les partenaires techniques et financiers marque le lancement des travaux du projet Yélène. Un projet qui va permettre au Burkina Faso de réduire sa dépendance des approvisionnements étrangers. Il vise aussi à la réduction de 62 800 tonnes par an d'émissions de gaz à effet de serre. Tout cela va contribuer aussi à accroître, j'allais dire, la fourniture d'énergie et permettre également, j'allais dire, de permettre à plus de 100 000 personnes d'avoir accès à l'électricité. Voici les bienfaits que nous pouvons tirer suite à la pose donc, de cette première plaque de la centrale solaire photovoltaïque. À travers ce projet, le gouvernement veut faire de l'énergie solaire photovoltaïque le cœur de la politique énergétique et par ricochet le moteur de la croissance économique et sociale. D'une durée d'exécution de 2 ans, le chef du gouvernement, par la voix du ministre en charge de l'énergie, invite tous les acteurs concernés dans les travaux au respect des délais. Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même afin de mériter la confiance placée en votre expertise en respectant scrupuleusement les termes de référence et les délais d'exécution sur la base desquels votre offre technique a été retenue. Mon gouvernement sera sans pitié avec les entreprises défaillantes, aussi bien au niveau du non-respect des délais qu'au niveau de la qualité des ouvrages livrés. À la fin des travaux, 51 MW de solaire photovoltaïque seront installés et 10 MW de stockage d'énergie. Concernant les lignes électriques moyenne tension, 300 km seront construites, de même que 800 km de lignes électriques basse tension. La réalisation de toutes ces infrastructures va contribuer à l'amélioration d'une part de l'équilibre financier de la Sonabel grâce à la réduction du prix de revient global de l'électricité produite et d'autre part à renforcer le parc national de production. Le projet Yélène a été annoncé en octobre 2017 lors de l'inauguration de la toute première centrale du Burkina Faso située à Zaktouli. Cette centrale, comme les 3 autres à construire à Dori, Diapaga et Gawa, sont financées à hauteur de plus de 90 milliards de francs CFA. Depuis le 3 mars dernier, la présidence de l'université Norbert Zongo à Koudougou, à travers une note, interdit d'accès les personnes accompagnées d'enfants ou de nourrissons dans les salles de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et évaluations. Afin de comprendre les raisons et les conditions de mise en œuvre de cette note, Serge Kaboré a fait un tour au sein de l'université Norbert Zongo. Il a rencontré sur place plusieurs étudiantes mères qui confient ne plus suivre les cours depuis la sortie de la note. Regardons. Souvent, j'amène l'enfant là. Souvent, je suis les cours là au dehors. Tout comme Maïmounata Kaboré, étudiante en première année d'histoire et mère d'enfants depuis 3 mois, elles sont nombreuses, ces étudiantes à l'université Norbert Zongo de Koudougou, à ne plus pouvoir suivre les cours depuis la sortie de la note d'interdiction d'accès des salles de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et évaluation des personnes accompagnées de nourrissons. C'est comme si une mère déjà est privée de l'éducation. Donc quand c'est comme ça, ça va vraiment décourager les étudiantes mères et encourager aussi les jeunes filles à avorter. Puisque
Toutefois, si tu tombes enceinte de nos jours, tu vas te dire que non. Le fait que si je garde la grossesse, ça va perturber mes études. Ce n'est plus le fait que toi, tu n'as pas la force, la capacité, mais le fait que cela a été privé, ça peut te pousser facilement à avorter. Pour ce qui est des circonstances ayant occasionné la publication de cette note, tout serait parti d'un incident survenu le jeudi 2 mars 2023 au cours d'une évaluation de projets professionnels de lettres modernes. Il y a un reptile, notamment les salamandres, qui a chuté et puis qui a créé une démadane au niveau de la salle. Et les étudiants sont précipités pour pouvoir sortir et il y a eu un peu de bousculade et ça a créé un peu de blessures au sein des étudiants. Et suite à cette situation, l'administration a fait sortir une note pour interdire toute personne ayant un nourrisson ou un enfant d'accès à la salle, que ce soit pendant les cours, les TD et les évaluations. Chacune des étudiantes mères de l'université Norbert Zongo de Koudgou essaie tant bien que mal d'être présente au sein du campus, même s'il est désormais difficile de suivre les cours avec son enfant. Souvent, je reste à la maison. Je ne viens pas parce qu'ils ont interdit. Donc, je reste à la maison. J'ai une nourrice, mais souvent, elle n'accepte même pas de venir. Souvent, on amène des petits soeurs pour les garder à la porte pour pouvoir entrer suivre les cours. Il y a des anciens qui n'acceptent pas cela, qui grondent. D'autres même arrivent à faire sortir les étudiantes, mais au contraire, ils ne vont pas faire le cours. Mais il y a d'autres aussi, ils ne prennent pas compte de ça. L'étudiante en fin de cycle Alice Zongo, qui vient de terminer sa licence en lettres modernes, partage son expérience d'étudiante mère. J'ai accouché pendant les congés en mars et donc déjà en avril il fallait faire la rentrée et avec un enfant je me suis posé plein de questions. Je vais faire comment vu que je n'ai pas de nourrice. Bon, comme je voyais déjà mes aînés qui venaient avec leurs enfants, moi aussi, dès la rentrée seulement, je suis partie avec mon enfant pour suivre cours. Arrivé en salle, j'étale un petit truc, je la dépose là-bas et moi-même, je suis et je vais sur elle en même temps. Voilà, maintenant, si elle fait des bruits, je sors tranquillement avec elle pour la laiter, l'égayer un peu et puis rentrer encore pour suivre. Les étudiants reconnaissent toutefois que la présence des enfants en salle de cours perturbe le plus souvent. Moi-même, j'ai un enfant, mais il y a des autres enfants qui peuvent hurler. Et moi, étant une mère, bon, je comprends le comportement de la maman. Tout comme ça dérange. Franchement, il faut reconnaître que ça dérange. Maintenant, peut-être demander aux mamans de veiller sur ces derniers-là. Si ton enfant, il faut être proche de ton enfant. Il n'est pas. Toutes nos excuses pour la qualité des images, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision interactive.